Vous avez besoin de quelque chose Non, c'est bon. Un café, un thé? Non, c'est bon, des bonbons avec l'eau, moi ça me suffit. Allez, super. Protest, we protest outside. It's here where it happens. It's here where the hypocrisy of Europe is based. So we have to be here. Alors attendez, parce qu'il fait très chaud. Merci. Bon, ça va. Et vous voyez que nous, on retourne pas notre veste au RN, on l'enlève. Je m'appelle Nikos Smirneos, je suis professeur en sciences sociales à l'Université de Toulouse et je suis spécialiste des médias numériques. Alors, disons que le point de départ de l'utilisation de réseaux sociaux pour la communication politique date, on va dire, le point focal, le point important, c'est 2008. C'est l'élection américaine de Barack Obama. Et en fait, c'est la campagne de Barack Obama qui a vraiment créé la première stratégie vraiment sophistiquée sur les réseaux sociaux. À partir de là, l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux par une part importante de la population a fait que c'est devenu un moyen de communication important. Alors, les raisons pour lesquelles on utilise ces moyens de communication dans la politique, c'est parce que tout simplement, ils touchent une part importante du public. Aujourd'hui, dans les dernières études qu'on a en France, à peu près un Français sur deux s'informe via les réseaux sociaux. Donc, c'est un moyen de communication et d'information important. Et par ailleurs, les réseaux sociaux proposent des possibilités différentes que les autres médias. Par exemple, un ciblage beaucoup plus fin, puisque on peut, par exemple, dans la publicité politique, cibler plus finement le public en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques, en fonction de leurs préférences. Et on peut faire aussi différents formats en fonction du public qu'on veut toucher. Par exemple, des formats plus ou moins de fond, plus ou moins politiques. Donc, évidemment, ce type de communication politique trouve son apogée au moment des élections. Aujourd'hui, donc, on est en campagne pour les élections européennes. Et effectivement, tous les partis européens, tous les candidats mènent des campagnes assez importantes sur les réseaux sociaux numériques. Effectivement, il y a un focus sur l'actualité et parmi les journalistes et les observateurs sur l'utilisation que fait l'extrême droite. Alors quand on regarde d'un point de vue quantitatif, effectivement, on voit que l'extrême droite au niveau du Parlement européen est très investi sur les réseaux sociaux, fait des grosses campagnes. Je vous donne un exemple. Les députés, l'équipe parlementaire du Rassemblement national au Parlement européen, c'est l'équipe parlementaire qui a dépensé le plus d'argent, le plus gros budget tout au long de son mandat, depuis 2019, pour de la publicité sur Facebook. On a dépassé, jusqu'en l'année dernière, ils avaient déjà dépassé 600 000 € de budget. Donc on voit que c'est une priorité pour ces acteurs-là, donc ils dépensent beaucoup d'argent en publicité. Et effectivement, ils investissent massivement des nouveaux réseaux, donc comme TikTok. L'objectif étant évidemment de toucher des publics qui sont relativement apolitiques, parce que l'utilisateur moyen de TikTok, ce n'est pas un individu hyper politisé ou hyper au fait de l'actualité, contrairement à Twitter, par exemple, où on va trouver là beaucoup plus de personnes des catégories socio-professionnelles supérieures, diplômées et beaucoup plus engagées dans la politique. Sur TikTok, on va trouver des personnes des niveaux de diplôme inférieurs qui sont moins au fait de l'actualité et moins engagés dans la politique. Donc pour toucher ces publics-là qui sont aussi des cibles privilégiées de l'extrême droite, ils investissent massivement ces réseaux. Et donc on sait qu'aujourd'hui, par exemple, Jordan Bardella, tête des listes du Rassemblement national, a plus d'1 million de followers sur TikTok. Je pense qu'il est 3e après Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est quand même assez puissant puisque c'est un jeune politique. Alors attendez, parce qu'il fait très chaud. Merci. Bon, ça va. Et vous voyez que nous, on retourne pas notre veste au RN, on l'enlève. Évidemment, les réseaux sociaux, comme tous les médias, peuvent avoir une influence et leurs caractéristiques propres
vont avoir une influence en fonction du public qu'ils vont cibler. Par exemple, on sait que les journaux télévisés de la télévision mainstream, on va dire, touchent plus de personnes âgées, alors que les réseaux sociaux type TikTok, d'ailleurs, touchent des électeurs très jeunes. Mais il faut faire attention parce que de ne pas isoler à la fois l'utilisation des réseaux sociaux du contexte politique. Le deuxième élément, c'est que l'espace public, en général, regroupe, si vous voulez, connecte différents flux médiatiques. Donc vous avez les réseaux sociaux, mais vous avez aussi, par exemple, la télévision. Il faut savoir que la majorité des jeunes déclarent dans toutes les études qu'elles s'informent quotidiennement par la télévision, c'est-à-dire qu'elles regardent la télévision. Alors, pas forcément sur la télévision de papy, sur l'appareil ou en regardant les émissions live, mais en regardant par exemple des extraits des émissions de télévision. Donc l'état du système médiatique, on va dire, va avoir une influence importante aussi sur la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux. Par exemple, le fait qu'en France, on a une chaîne de télévision d'extrême droite qui se positionne sur un créneau équivalent de la Fox News aux États-Unis, qui est CNews, et qui répète toute la journée, crée toute la journée des polémiques d'extrême droite, au élan raciste, xénophobe, etc. Eh bien, créer une ambiance, si vous voulez, créer du contenu aussi, qui peut ensuite circuler sur les réseaux sociaux et rendre ces idées-là, les normaliser, les rendre mainstream. Penser que il faut privilégier les Français aux aides sociales plutôt que les étrangers, c'est devenu une idée mainstream. L'idée du grand remplacement, c'est devenu une idée normalisée. Les racismes anti-blancs, l'islamo-gauchisme et ainsi de suite. Donc en fait, c'est sur ce terreau-là, à la fois politique et médiatique, que vont s'appuyer les politiques d'extrême droite et ils vont utiliser ce terreau-là pour avancer leurs idées et pour pouvoir toucher un public. C'est très important pour contextualiser. C'est du racisme anti-blanc, c'est les prémices d'une guerre civile. Voilà la réaction immédiate que vous aviez eue quelques heures, jours après ce qu'il s'est passé, le drame de Crépol, la mort de Thomas. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça ? Les témoignages des personnes sur place, rapportés par le Dauphiné Libéré, rapportés également dans Paris Match, où les témoins de la scène atroce ont dit qu'ils avaient entendu les agresseurs dire explicitement « on est là pour planter du blanc, on est là pour tuer du blanc ». Voilà, donc si ça n'est pas du racisme anti-blanc, je ne sais pas ce que c'est. Ce récit ne tient évidemment pas la route quand on le compare aux faits établis par l'enquête toujours en cours, mais dont on a pu découvrir des éléments dans le Parisien du 5 décembre. On y apprend que finalement, les rugbymen de Crépol avaient provoqué la bagarre. L'un d'eux aurait même dit à une meuf plus tôt dans la soirée « j'ai envie de taper du bougnoul ». Effectivement, des politiques, alors si on prend le cas de Jordan Bardella, qui est le plus, disons, connu aujourd'hui, le plus discuté, eh bien, Jordan Bardella bénéficie de cet effet. Quand on l'invite, par exemple, à faire un débat avec le Premier ministre, on le légitime. Donc les gens, ils regardent aussi ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. En cultivant ce personnage, en l'installant comme un personnage sympathique, auquel on est familier, eh bien, on installe une forme d'hégémonie culturelle de l'extrême droite qui peut ensuite avancer ses pions et avancer ses idées avec les soutiens de l'ensemble du système médiatique et aussi une partie du système politique. Si on se focalise un petit peu sur l'extrême droite, par exemple, on peut dire c'est que il y a quand même, au fur et à mesure, une sophistication du système de l'extrême droite. Quand je parle de système, ça va au-delà des partis, du système d'extrême droite, qui arrive à avoir une répartition, une division du travail assez intéressante du point de vue de l'efficacité, en profitant justement de ce contexte dont je parlais, évidemment, qui est que, par exemple, vous allez trouver un usage qui va être fait par des militants, des activistes, des nazis, des fascistes, etc., qui savent très bien qu'une partie de leur discours et une partie de leurs idées va répugner, on va dire, une partie de la population. Donc, ils vont utiliser, par exemple, des messageries privées comme Telegram et d'autres, de manière à coordonner leurs actions. Ensuite, on va voir une partie de l'iceberg, on va dire, plus visible, mais sur des réseaux comme Twitter, où là, on va organiser vraiment des campagnes de dénigrement, on va organiser des attaques ad hominem face à des personnes, des adversaires, et notamment la gauche qui
qui en fait partie. Rima Hassan, par exemple, voilà, est une personne qui est dans la liste des LFI et qui représente à la fois d'origine arabe et en plus c'est une femme et en plus c'est quelqu'un qui porte une parole radicale dans les médias. Voilà, elle subit des attaques systématiques et organisées sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux de ce type. Et puis, vous allez avoir en troisième couche, on va dire, la communication officielle du parti, que ce soit le Rassemblement national ou Reconquête, où là, on va avoir un discours, si vous voulez, plus rond, plus adapté au grand public, mais aussi avec ce qu'on appelle le dog whistling en anglais, c'est-à-dire en utilisant des termes, des expressions qui peuvent faire comprendre aussi aux vrais militants d'extrême droite de quoi on parle, tout en gardant, disons, une image correcte pour la population. C'est très important pour ces gens-là, pour arriver au pouvoir, de cacher la véritable nature de leur projet, notamment auprès de la partie de la population la moins politisée, qui a une culture politique faible et qui a du mal justement à faire les liens, par exemple, entre les discours et les idées qui sont derrière, ou l'histoire d'un parti ou d'un milieu politique. Bon. Vous avez besoin de quelque chose Non, c'est bon. Un café, un thé? Non, c'est bon, des bonbons et de l'eau, moi ça me suffit. Hein. Allez, c'est bon. J'ai pas aussi mon goûter. Sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, où il est effectivement très fort, il va utiliser une méthode qui consiste en fait à imiter la façon de faire des influenceurs ou des TikTokers, c'est-à-dire il va adopter tous les modes de fonctionnement, tous les formats, tous les rites qui sont utilisés par les TikTokers, avec les mèmes, avec de la musique, en se montrant dans sa vie quotidienne, et du coup, sans véritable contenu politique. Son objectif sur TikTok, ce n'est pas de convaincre les électeurs d'adhérer aux idées du Rassemblement national. Son objectif, c'est de gagner en notoriété et d'apparaître comme quelqu'un de sympathique auquel les gens pourront s'identifier. Cette idée de se rendre sympathique permet de contourner le problème des idées politiques. Parce que les personnes auxquelles Bardella va s'adresser, à la fois, n'ont pas une culture politique pour situer exactement ces idées, pour comprendre l'impact, les enjeux, à qui ça va porter tort et ainsi de suite. Et d'autre part, ont tendance à juger par rapport à leur vote ou par rapport à leur positionnement, leur jugement sur une personne, plutôt sur des critères formels, sur des critères de look, sur des critères de comportement, sur les critères de proximité. Donc cette stratégie est une stratégie qu'on peut dire de dépolitisation des problèmes et de la présence sur les réseaux sociaux numériques qui fonctionne très bien auprès d'une partie de la jeunesse qui est elle-même dépolitisée. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ça va se traduire en vote. Alors, il n'y a pas de législation à proprement parler européenne, mais il y a des décisions de la Commission qui sont obligatoires. Il y a un code de déontologie sur la publicité politique pendant les élections européennes. Les règles européennes, pour ce qui concerne les élections, ne portent pas sur le contenu de la publicité politique, mais plutôt sur la manière dont elle est présentée et les modalités de diffusion. Par exemple, aujourd'hui, il y a des règles de transparence. Quand il y a une publicité politique payée par un acteur politique en Europe, il faut que ça soit signalé déjà. Il faut savoir qui paye pour cette publicité. Il faut que l'internaute puisse cliquer et savoir exactement qui est à l'origine de cette publicité pour éviter des interférences et des influences cachées, on va dire. Et aussi, par ailleurs, un truc important, c'est qu'il est interdit aujourd'hui en Europe de payer de la publicité politique en Europe depuis l'étranger. Ça, c'est pour éviter aussi les interférences. Après, vous avez aussi un arsenal juridique qui s'est développé depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis 2016-2017. Dans tous les pays européens aujourd'hui, il y a des lois contre les fake news, contre les discours ADN, etc. En France, il y a une loi qui a été votée en 2018. C'était suite aux élections de 2017. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des mails d'Emmanuel Macron qui avaient fuité. Donc, c'était des hackers russes qui avaient fait fuiter ça. Donc, pour éviter ces genres d'interférences, le gouvernement a fait voter une loi qui permet à la justice de faire retirer des contenus très vite s'ils s'avèrent fausses ou manipulateurs
pendant la campagne électorale. Mais ces lois posent différents problèmes, si vous voulez. Le premier problème, c'est qu'ils sont très difficilement appliqués. Cette loi, par exemple, à ma connaissance, n'a été que très peu appliquée parce que c'est très difficile pour la justice de réagir dans le temps, dans un temps très court. Ça pose aussi un autre problème, c'est le problème de la censure, c'est-à-dire regardez par exemple la loi Avia sur les discours de haine. C'est une loi française que le gouvernement français a voulu faire passer en 2021, il me semble, après le Covid, et qui impliquait des sanctions très importantes pour des contenus considérés comme haineux, sauf que ça empiétait sur la liberté d'expression. Donc cette loi, elle était censurée, heureusement d'ailleurs, par le Conseil constitutionnel. Donc il y a un équilibre très difficile à trouver entre le contrôle politique, la régulation de la parole publique en ligne et la liberté d'expression. La liberté d'expression, même s'il y a des avis qui nous plaisent pas ou qui plaisent pas aux gouvernants, il faut qu'ils puissent s'entendre, sauf s'ils sont contraires à la loi. Ensuite, pour ce qui est de la désinformation, il y a aussi un code de bonne conduite qui est imposé par l'Union européenne aux plateformes. Alors, ce type de système, comme le premier dont je parlais sur la publicité politique, mais aussi toutes les lois sur le fake news, les discours de haine et également sur la désinformation, pose aussi un problème qui est celui de déléguer le contrôle de l'expression publique aux plateformes. Puisque finalement, le législateur constate qu'il est incapable lui-même de faire la police de l'espace public numérique, qui est énorme, on va donner un certain nombre de critères et on va déléguer aux plateformes cette police. Sauf que il y a des effets pervers. Le premier effet pervers, c'est que les plateformes ont tendance à sur-censurer pour se protéger elles-mêmes. C'est-à-dire, regardez par exemple le contenu autour de la Palestine aujourd'hui, on a massivement une censure des contenus qui soutiennent la Palestine parce qu'il y a effectivement un risque d'avoir des propos haineux ou antisémites. Et pour ce risque-là, on va censurer tout un tas de propos qui sont tout à fait acceptables dans la sphère publique et qui critiquent par exemple l'État d'Israël. Ça, c'est documenté par toutes les organisations de droits humains. Donc on a un risque de surcensure et aussi on a un risque de connivence politique. C'est-à-dire que les plateformes aujourd'hui sont très proches des États. On n'est plus dans l'époque où on disait les plateformes ne sont pas régulées, etc. Je vous donne un exemple. Facebook France, Meta France, est dirigé par Laurent Soli. Laurent Soli était le responsable chef de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Alors, il s'agit du shadow banning, Julien. Donc, effectivement, ces derniers temps, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'influenceurs pro-palestiniens donc, ont accusé Instagram Meta, donc essentiellement Instagram et Facebook, de censurer leur contenu. Donc, il y en a certains qui ont été empêchés de faire du live streaming, d'autres ont vu leur compte carrément bloqué, et certains, par exemple, ont eu leur contenu retiré, donc avec un message d'Instagram qui dit que le contenu qu'ils ont posté va à l'encontre des directives communautaires de l'application. Théoriquement, le pluralisme de l'offre a beaucoup augmenté avec l'Internet, ce qui est positif pour la démocratie. Ceci dit, aujourd'hui, l'Internet et les réseaux sociaux, c'est un espace de pouvoir, c'est-à-dire c'est un espace qui est sujet à des rapports de pouvoir et qui reproduit en grande partie les hiérarchies et les rapports de pouvoir de l'ancien monde. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si du point de l'offre, on a une augmentation énorme du pluralisme, du point de vue de la consommation, c'est-à-dire du point de vue de l'accès des publics, eh bien, on a beaucoup moins de pluralisme, voire une énorme concentration. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, entre les médias ou entre les discours politiques ou publics qu'on va trouver sur Internet et les utilisateurs qui vont les écouter ou qui vont les consommer, si vous voulez, eh bien, il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires puissants qui contrôlent la voie d'accès. Ces intermédiaires sont les grosses plateformes, les Meta, les Google, les Facebook, etc., qui contrôlent le moyen de distribution, mais aussi de production de l'information. Et donc, ces acteurs-là, depuis maintenant une dizaine d'années, ont développé des relations privilégiées, comme je l'expliquais tout à l'heure par rapport au pouvoir politique. Ils ont également développé des relations privilégiées avec une certaine forme de pouvoir médiatique. Autrement dit, ils vont mettre en avant certaines sources au détriment d'autres sources. Vous avez beaucoup plus de chances, si vous allez par hasard taper un mot-clé sur Google, de tomber sur quelques grands quotidiens et quelques chaînes d'information, beaucoup plus que sur Blast, par exemple, ou sur un autre site indépendant. Et ça, c'est pas l'effet de l'utilisateur, c'est l'effet des intermédiaires. Le problème, c'est que l'utilisateur, il a beaucoup délégué
sa consommation, son usage à ces intermédiaires.